le spectre d'une possible annulation des élections hante le pays, et les signaux d'alerte se multiplient. Rien n'est encore joué, mais chaque heure semble peser lourd sur l'avenir. Avant de plonger dans les dessous stratégiques, juridiques et géopolitiques de cette crise silencieuse mais explosive, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour rester informé. Ce qui se trame pourrait redéfinir non seulement le paysage politique national, mais aussi la place de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier africain. Le palais présidentiel d'Abidjan est plongé dans un silence pesant, seulement troublé par les pas nerveux d'Alassane Ouattara qui arpente les couloirs dorés comme un lion en cage. Les chiffres qui s'affichent sur les écrans de la salle de crise sont implacables. 48,23% de participation. Un pourcentage qui résonne comme un glas pour le régime. Depuis la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, CEI, le président ivoirien n'a plus fermé l'œil. Son regard est hanté par ce seuil fatidique des 50% qui sépare la légitimité du désaveu. Les conseillers affluent dans son bureau à toute heure, apportant des analyses contradictoires, des stratégies d'urgence, des scénarios catastrophes qu'il faut à tout prix éviter. La constitution ivoirienne est claire. Une élection avec moins de 50% de participation peut être contestée sur sa légitimité même. Les rues d'Abidjan, habituellement vibrantes après un scrutin présidentiel, sont étrangement calmes. C'est un silence qui parle, qui hurle même. Les Ivoiriens n'ont pas manifesté leur colère par des cris ou des pierres, mais par leur absence massive aux urnes. Un acte politique d'une puissance inouïe, une gifle silencieuse plus douloureuse qu'une révolte ouverte. Dans les quartiers populaires comme Yopougon ou Abobo, les bureaux de vote sont restés désespérément vides. Les agents électoraux ont attendu en vain, regardant leurs montres tandis que les bulletins demeuraient intouchés. Les observateurs internationaux, eux aussi, ont noté cette anomalie avec stupeur. Comment un pays réputé pour sa ferveur politique pouvait-il soudain montrer un tel désintérêt? Ce n'était pas de l'apathie, mais un boycott discipliné, organisé, presque militaire dans sa précision. La CEI, censée être le garant impartial du processus électoral, se retrouve dans une position intenable. Son président, Ibrahim Kuiber Koulibaly, a annoncé les premiers chiffres avec un embarras palpable. 48,23% de participation. Un chiffre qui, s'il se confirme après le dépouillement complet, pourrait invalider l'ensemble du scrutin. Les techniciens de la commission travaillent maintenant jour et nuit, cherchant désespérément des procès-verbaux supplémentaires, analysant des bureaux de vote reculés dont les résultats n'ont pas encore été comptabilisés. Leur mission est claire bien que jamais formulée officiellement, atteindre coûte que coûte ce seuil magique des 50%. La légitimité du pouvoir en place en dépend, tout comme la stabilité du pays tout entier. Les télécommunications entre le siège et certaines régions sont intensifiées. Dans les ambassades d'Abidjan, les diplomates rédigent des rapports alarmistes. La situation est analysée sous tous les angles, les précédents historiques sont exhumés. À Paris, Washington et Pékin, on s'inquiète des conséquences d'une crise politique dans ce pays pilier de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, poids lourd économique de la région, ne peut pas se permettre une nouvelle période d'instabilité. Les marchés financiers commencent déjà à réagir nerveusement, les cours des matières premières fluctuent dangereusement. Les investisseurs retiennent leur souffle, suspendant leurs projets dans l'attente d'une clarification. Des réunions d'urgence sont convoquées dans les ministères des Affaires étrangères des grandes puissances pour préparer différents scénarios d'intervention. L'opposition, elle, savoure cette victoire inattendue. Laurent Gbagbo et Temoko Azalé, figures emblématiques du front anti-Ouattara, observent avec une satisfaction à peine dissimulée le piège se refermer sur le régime. Leur stratégie de boycott a fonctionné au-delà de leurs espérances. Sans avoir eu à mobiliser de grandes manifestations ni à risquer des affrontements sanglants, ils ont réussi à saper la légitimité même du processus électoral. Dans leurs QG respectifs, on analyse les chiffres par région, on affine les déclarations publiques, on prépare les recours juridiques. Car si le taux de participation reste sous les 50%, l'opposition exigera l'annulation pure et simple du scrutin. Elle a déjà préparé ses avocats, ses dossiers, ses témoins. La bataille juridique s'annonce aussi féroce que la campagne électorale. Au siège de la CEI, l'atmosphère est électrique. Les fonctionnaires s'affairent sous pression. Certains n'ont pas quitté leur poste depuis plus de 48 heures. Des piles de procès-verbaux s'entassent sur les bureaux. Les ordinateurs tournent à plein régime pour compiler et analyser les données. On murmure que des instructions viennent directement du palais présidentiel, que des ajustements sont nécessaires pour sauver le processus. Les observateurs internationaux, censés garantir la transparence, sont poliment mais fermement tenus à distance des opérations les plus sensibles. Des réunions à huis clos se multiplient entre les commissaires et les représentants du pouvoir. La tension est palpable, les visages fermés. Le président de la commission répète comme un mantra que l'intégrité du processus sera préservée,
mais ses yeux trahissent son inquiétude profonde. Dans les médias internationaux, les premières analyses tombent, impitoyables. On parle de gifles démocratiques, de désaveu populaire, de crise de légitimité. Les experts en politique africaine dissèquent les causes profondes de ce boycott massif. Promesses non tenues, corruption endémique, concentration des richesses, désillusion de la jeunesse. Les images des bureaux de vote déserts font le tour du monde, symbole puissant d'une démocratie en trompe-l'œil. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags Ivoire debout ou #boycott réussi deviennent viraux. La diaspora ivoirienne amplifie le mouvement, relayant témoignages et analyses depuis l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Le pays est devenu, malgré lui, le laboratoire d'une nouvelle forme de contestation politique, pacifique mais dévastatrice. À Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, les anciens se rassemblent sous l'arbre à palabres. Leur sagesse séculaire tente de décrypter ce moment historique que traverse leur pays. Quand le peuple se tait, c'est qu'il prépare sa réponse, murmure un vieillard respecté de tous. Les jeunes écoutent, silencieux et graves. Ils savent que leur avenir se joue dans ce bras de fer entre un pouvoir accroché à ses prérogatives et une population qui a trouvé dans l'abstention une arme redoutable. Les discussions s'animent parfois, mais toujours dans le respect des traditions. On évoque les crises passées, les réconciliations inachevées, les blessures mal cicatrisées d'un pays qui a connu trop de violence. La crainte d'un nouveau conflit plane comme une ombre sur ces assemblées improvisées. À l'aube du 5e jour après le scrutin, Alassane Ouattara convoque un conseil des ministres extraordinaire. Son visage est marqué par la fatigue et l'inquiétude. Les scénarios s'enchaînent sur la table du conseil. Maintenir les résultats malgré la contestation, négocier avec l'opposition, envisager un nouveau scrutin dans certaines régions. Chaque option comporte des risques considérables pour la stabilité du pays. Les ministres exposent leurs analyses, proposent des stratégies, évaluent les conséquences internationales. Mais au fond, tous savent que le mal est plus profond. Ce n'est pas simplement une élection qui est en jeu, c'est la relation même entre les gouvernants et les gouvernés. Le président écoute, silencieux, pesant le pour et le contre de chaque proposition. Le boycott n'est pas un cri, c'est un verdict. Ces mots d'un chauffeur de taxi d'Abobo résument parfaitement le séisme politique qui secoue actuellement la Côte d'Ivoire. Dans les maquis d'Abidjan, ces bars populaires où la politique se discute avec passion, l'atmosphère est étrangement calme. Les Ivoiriens parlent à voix basse, comme si leur silence aux urnes devait se prolonger dans leur vie quotidienne pour amplifier son effet. Ils savent qu'ils viennent d'écrire une page inédite de leur histoire politique. Jamais auparavant le taux de participation n'était tombé aussi bas, transformant l'abstention en acte politique majeur. Les débats s'articulent désormais autour d'une question fondamentale. Que vaut une victoire sans adversaire, une élection sans électeur? Les analyses fusent, parfois contradictoires mais toujours passionnées. Le peuple ivoirien, réputé pour sa vivacité politique, a trouvé dans ce mutisme collectif une éloquence nouvelle et dévastatrice. Laurent Gbagbo et les autres figures de l'opposition avaient appelé au boycott, mais peu imaginaient un tel succès. Leur stratégie reposait sur un calcul risqué, démontrer que le régime d'Alassane Ouattara ne disposait plus du soutien populaire sans déclencher de violence qui aurait pu justifier une répression. Paris réussit au-delà de toute espérance. Dans certains quartiers traditionnellement acquis à l'opposition comme Yopougon, la participation n'a pas dépassé les 20%. Même dans des zones réputées favorables au pouvoir, l'affluence est restée anormalement basse. Ce n'était pas une simple consigne politique qui a été suivie, mais l'expression d'un ras-le-bol profond, d'une lassitude face à un système perçu comme imperméable au changement. Les observateurs notent avec étonnement la discipline dont ont fait preuve les électeurs dans leur refus de participer. Pas de manifestations violentes, pas de bureaux saccagés, juste ce vide spectaculaire et symbolique. La jeunesse ivoirienne, cette force démographique majeure dans un pays où l'âge médian est de 19 ans, a été l'architecte principal de ce boycott silencieux. Dans les universités, les ateliers, les boutiques, les jeunes discutent avec passion de cette révolution pacifique qu'ils ont initiée. Pour eux, les élections sont devenues un rituel vide, une cérémonie dont l'issue est connue d'avance. À quoi bon voter quand nos voix ne changent rien? S'interroge une étudiante en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette génération, née après les années de prospérité du miracle ivoirien, n'a connu que des promesses non tenues, des perspectives d'emploi limitées et une classe politique vieillissante qui semble déconnectée de ses préoccupations. Sur les réseaux sociaux, ils partagent avec fierté les images des bureaux de vote déserts, preuve tangible de leur pouvoir collectif. Les autorités, prises de court par l'ampleur du phénomène, oscillent entre déni et inquiétude. Les communiqués officiels insistent sur le bon déroulement du scrutin, minimisent l'impact du boycott ou l'attribuent à des manipulations de l'opposition. Mais en coulisses, c'est la panique. Des réunions de crise se succèdent,
Les conseillers en communication planchent sur des stratégies pour redorer l'image d'un processus électoral en péril. Les diplomates ivoiriens reçoivent pour instruction de rassurer les partenaires internationaux, d'expliquer que la situation est sous contrôle. Pourtant, les faits sont têtus. Près de 52% des Ivoiriens n'ont pas participé au scrutin présidentiel, un chiffre inédit qui remet en question la légitimité même du processus. La télévision nationale diffuse en boucle des images soigneusement sélectionnées de bureaux de vote animés, mais ces efforts de propagande se heurtent à la réalité vécue par les citoyens. Dans les campagnes ivoiriennes, loin des projecteurs médiatiques, le boycott a également fait sentir ses effets. Les planteurs de cacao, piliers de l'économie nationale, ont largement suivi le mot d'ordre d'abstention. À Daloa, Gagnoa ou San Pedro, zones agricoles cruciales, la participation n'a souvent pas dépassé 40%. Nous nourrissons le pays avec notre cacao, mais nos enfants n'ont toujours pas d'école décente ni d'hôpitaux fonctionnels, explique un chef de village près de Divo. Ce désenchantement rural, moins visible mais tout aussi profond que celui des villes, révèle une fracture béante entre les élites politiques et la population. Les promesses de développement, répétées à chaque cycle électoral, se sont évaporées comme la rosée au soleil, laissant place à une méfiance tenace. Dans ces communautés où le vote était traditionnellement un devoir civique sacré, transmis de génération en génération, l'abstention massive constitue une rupture culturelle et politique fondamentale. Les analystes internationaux commencent à parler d'un modèle ivoirien de contestation politique. Cette forme de résistance pacifique, qui évite les violences tout en portant un message politique puissant, pourrait faire école dans d'autres pays africains confrontés à des blocages démocratiques similaires. C'est un tournant dans la culture politique du continent, affirme un professeur de sciences politiques à l'université de Dakar. Les peuples africains découvrent qu'ils peuvent délégitimer un pouvoir sans verser une goutte de sang. Cette innovation politique fait l'objet d'analyses approfondies dans les think tanks et les départements universitaires spécialisés en politique africaine. On s'interroge sur sa reproductibilité dans des contextes différents, sur ses limites et ses potentialités. La Côte d'Ivoire, souvent au cœur des transformations politiques régionales, pourrait encore une fois tracer un chemin nouveau pour les démocraties émergentes du continent. La Commission électorale indépendante, CEI, se retrouve dans l'œil du cyclone. Son président, Ibrahim Kuiber Koulibaly, maintient une façade de sérénité lors de ses conférences de presse, mais les contradictions se multiplient dans ses déclarations. D'abord annoncée à 48,23%, la participation est ensuite réévaluée à la hausse, suscitant scepticisme et accusations de manipulation. Les commissaires indépendants au sein de l'institution commencent à exprimer discrètement leurs préoccupations, certains menaçant même de démissionner si l'intégrité du processus n'est pas respectée. Des fuites révèlent que plusieurs procès-verbaux comportent des anomalies flagrantes. Bureaux où le nombre de votants excède celui des inscrits, signatures manquantes, résultats transmis avant même la fermeture officielle des bureaux. Ces irrégularités, habituellement passées sous silence, prennent une dimension critique dans le contexte actuel où chaque pourcentage compte pour atteindre le seuil crucial des 50%. Les organisations de la société civile ivoirienne se mobilisent pour documenter la réalité de la participation. Des centaines de volontaires, munis de smartphones et formés à l'observation électorale, ont collecté des preuves visuelles de la désaffection des bureaux de vote à travers le pays. Cette contre-expertise citoyenne, diffusée en temps réel sur les réseaux sociaux, contraste violemment avec la version officielle. La plateforme des organisations pour la démocratie et les droits humains, POD, compile ces témoignages dans un rapport alternatif qui fait état d'une participation réelle autour de 38%, bien loin des chiffres officiels. Nous ne pouvons pas laisser l'histoire être réécrite sous nos yeux, déclare sa présidente lors d'une conférence de presse suivie par des journalistes du monde entier. Cette mobilisation citoyenne pour la vérité des chiffres constitue un précédent important dans un pays où les contestations électorales se sont souvent réglées dans la violence. Au-delà du taux de participation, c'est toute la philosophie démocratique qui est questionnée. Les intellectuels ivoiriens, longtemps silencieux face aux dérives du système, reprennent la parole dans les amphithéâtres et les médias. Une démocratie ne se mesure pas au nombre d'élections organisées, mais à la confiance que le peuple place dans ses institutions, analyse un philosophe respecté de l'université d'Abidjan. Ce réveil de la conscience critique accompagne le mouvement populaire d'abstention, lui donnant une profondeur théorique et historique. Des débats passionnés animent les cafés littéraires de Cocody et les centres culturels de la capitale économique. On y évoque les penseurs de la démocratie africaine comme Cheikh Anta Diop ou Joseph Kizerbo, on questionne l'importation de modèles électoraux occidentaux, on imagine des formes nouvelles de gouvernance plus en phase avec les réalités sociales et culturelles du continent. Au 10e jour après le scrutin, alors que la CEI tarde toujours à publier les résultats définitifs, une tension palpable s'installe dans le pays. Le silence des urnes pourrait-il se transformer en clameur des rues? L'opposition, encouragée par le succès du boycott, commence à organiser des marches silencieuses dans plusieurs villes du pays. Des milliers de citoyens défilent sans slogan ni pancarte, simplement vêtus de blanc,
couleur traditionnelle du deuil en Afrique de l'Ouest. Ce symbole puissant d'une démocratie en souffrance frappe les esprits. Les forces de l'ordre, habituées à réprimer des manifestations bruyantes et parfois violentes, semblent désarçonnées face à ces cortèges silencieux et disciplinés. Le pouvoir hésite entre tolérance et fermeté. Toute répression pourrait enflammer une situation déjà explosive, mais laisser ces marches se développer revient à admettre l'ampleur de la contestation. Ce dilemme stratégique révèle la fragilité d'un régime confronté à une forme de résistance pour laquelle il n'a pas de réponse toute faite. Les bureaux climatisés de la commission électorale indépendante, nichés dans un immeuble moderne du plateau d'Abidjan, sont devenus l'épicentre d'un séisme politique sans précédent. Derrière les portes sécurisées, une bataille acharnée se livre autour des chiffres. D'un côté, les techniciens de la commission compilent fébrilement les procès-verbaux, cherchant désespérément à faire grimper le taux de participation au-dessus de la barre fatidique des 50%. De l'autre, des observateurs indépendants et des représentants de l'opposition scrutent chaque addition, chaque pourcentage, prêts à dénoncer la moindre irrégularité. Les nuits sont courtes, les tensions palpables. Des rumeurs circulent sur des pressions exercées sur certains agents pour ajuster les résultats, tandis que d'autres évoquent des menaces reçues par des commissaires réticents à valider des chiffres suspects. Le président de la CEI, Ibrahim Kuiber Koulibaly, navigue à vue entre ces écueils, conscient que chaque décision prise dans ce bâtiment pourrait décider de l'avenir politique du pays tout entier. La guerre des procès-verbaux fait rage dans les coulisses du dépouillement. Certains PV, particulièrement ceux des zones rurales difficiles d'accès, arrivent mystérieusement avec des taux de participation exceptionnellement élevés, parfois proches de 100%. Ces miracles électoraux suscitent immédiatement la suspicion de l'opposition qui dénonce des fabrications grossières. Comment expliquer que dans des villages sans route praticable, sans électricité fiable, la participation soit plus élevée que dans les quartiers centraux d'Abidjan, s'interroge publiquement un leader de l'opposition. Des experts en statistiques électorales pointent des anomalies flagrantes dans la distribution des chiffres, incompatibles avec les lois normales de probabilité. Le phénomène des bureaux parfaits où tous les inscrits auraient voté sans exception se multiplie étrangement dans les fiefs du pouvoir. Ces irrégularités, habituellement tolérées dans le jeu politique ivoirien, deviennent cruciales dans un contexte où chaque point de pourcentage rapproche ou éloigne le scrutin du seuil de validité. Les médias internationaux commencent à s'intéresser de près à cette bataille arithmétique. Des journalistes d'investigation demandent l'accès aux données brutes du scrutin, que la CEI refuse obstinément de communiquer. Cette opacité nourrit les spéculations sur l'ampleur réelle des manipulations en cours. Des experts électoraux de l'ONU et de l'Union africaine expriment discrètement leurs préoccupations face à un processus qui s'éloigne des standards internationaux. Des fuites organisées permettent à quelques journalistes d'obtenir des copies de procès-verbaux originaux qui contredisent les chiffres officiellement annoncés. Ces révélations font la une des médias indépendants et enflamment les réseaux sociaux. La CEI tente maladroitement de justifier ces écarts par des erreurs de saisie ou des problèmes techniques, mais ces explications peinent à convaincre une opinion publique de plus en plus sceptique. La crédibilité de l'institution s'érode à mesure que les contradictions s'accumulent dans ses communications officielles. La bataille juridique s'intensifie parallèlement aux contestations techniques. Des avocats spécialisés en droit électoral, mandatés par l'opposition, préparent méticuleusement leurs recours devant le Conseil constitutionnel. Ils compilent les preuves d'irrégularité, recueillent des témoignages d'agents électoraux prêts à dénoncer les pressions subies, analysent les contradictions dans les communications officielles. Leur stratégie est claire, démontrer que le seuil des 50% n'a jamais été atteint légitimement et exiger l'annulation du scrutin sur cette base. De son côté, l'équipe juridique du pouvoir travaille d'arrache-pied pour contrer ces arguments. Elle s'appuie sur une interprétation restrictive des textes qui régissent le processus électoral, arguant que le seuil des 50% n'est qu'indicatif et non légalement contraignant. Des professeurs de droit constitutionnel sont sollicités pour fournir des analyses favorables à cette interprétation. Cette bataille d'experts transforme des questions techniques en enjeux politiques majeurs, rappelant que derrière chaque virgule juridique se joue l'avenir d'une nation. Les commissaires de la CEI eux-mêmes commencent à se diviser face à la pression. Certains, nommés sur proposition de l'opposition ou issus de la société civile, refusent de cautionner ce qu'ils perçoivent comme des manipulations flagrantes. Des démissions retentissantes secouent l'institution, accompagnées de déclarations fracassantes sur les méthodes employées pour gonfler artificiellement les chiffres. On nous a demandé de valider des résultats que nous n'avions jamais vus, affirme un commissaire démissionnaire dans une interview explosive. D'autres membres, plus loyaux au pouvoir, défendent âprement l'intégrité du processus et accusent leurs collègues de céder à des pressions politiques. Ces fractures internes, inhabituelles dans une institution généralement monolithique, témoignent de la gravité de la crise. Elles révèlent aussi l'émergence d'une conscience professionnelle nouvelle chez certains fonctionnaires électoraux, désormais prêts à mettre leur carrière en jeu pour défendre leur éthique personnelle et la vérité des chiffres.
Ces dilemmes éthiques et stratégiques révèlent les contradictions profondes d'une communauté internationale qui prône la démocratie mais tolère souvent ses simulacres. La société civile ivoirienne connaît une effervescence sans précédent depuis la proclamation des résultats contestés. Des collectifs citoyens se forment spontanément, transcendant les clivages ethniques et politiques traditionnels. Leur mot d'ordre, vérité des urnes, dignité du peuple. Ce mouvement, né dans les universités et les quartiers populaires, s'étend rapidement aux professions libérales, aux commerçants, aux artistes. Des avocats proposent gratuitement leurs services pour défendre les droits civiques, des médecins organisent des cliniques mobiles pour soigner d'éventuels blessés lors des manifestations, des ingénieurs informatiques développent des applications pour documenter les abus policiers. Cette mobilisation multiforme témoigne d'une maturité politique nouvelle dans un pays longtemps divisé par des fractures identitaires. Nous ne défendons pas un camp politique, mais un principe fondamental. Notre voix compte, explique une jeune activiste lors d'un rassemblement pacifique à Treichville. Cette renaissance citoyenne, inattendue et puissante, pourrait constituer l'héritage le plus durable de cette crise électorale, quelles qu'en soient les résolutions institutionnelles à court terme. Les marchés financiers et les milieux économiques réagissent nerveusement à l'instabilité politique prolongée. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, basée à Abidjan enregistre des baisses significatives, particulièrement pour les entreprises perçues comme proches du pouvoir. Les investisseurs internationaux suspendent leurs projets, les transferts de capitaux vers l'étranger s'accélèrent, créant une pression inédite sur le franc CFA. Cette volatilité financière menace directement le miracle économique ivoirien, vanté par le régime Ouattara comme sa principale réussite. Avec une croissance annuelle supérieure à 7% pendant plusieurs années consécutives, la Côte d'Ivoire était devenue la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Cette prospérité relative, bien que très inégalement répartie, avait jusqu'à présent servi d'argument majeur pour justifier la continuité politique. La crise actuelle révèle la fragilité d'un modèle de développement déconnecté des aspirations démocratiques profondes de la population. Les analystes économiques commencent à évoquer le concept de croissance illégitime pour qualifier un progrès matériel qui ne s'accompagne pas d'avancées démocratiques substantielles. Face à l'ampleur de la contestation, le pouvoir hésite entre répression et concession. Les faucons du régime plaident pour une ligne dure, arrestation ciblée des leaders de l'opposition, interdiction des manifestations, contrôle renforcé des médias et des réseaux sociaux. Les modérés, eux, recommandent des gestes d'apaisement, libération de prisonniers politiques, dialogue national inclusif, promesse de réformes institutionnelles. Cette division au sommet de l'État paralyse la prise de décision et renforce l'impression d'un pouvoir désorienté. Alassane Ouattara, réputé pour sa fermeté dans les moments de crise, semble inhabituellement hésitant. Ses apparitions publiques se raréfient, ses discours perdent de leur assurance habituelle. Des rumeurs circulent sur des dissensions au sein même de sa famille politique, certains de ses alliés historiques prenant discrètement leur distance pour ne pas être emportés par la tempête. Cette fragilisation du cercle dirigeant ouvre un espace politique inédit dans un système jusqu'alors verrouillé par une coalition d'intérêts solidement établie. Les forces armées ivoiriennes deviennent l'objet de toutes les attentions et de toutes les spéculations. Quel serait leur comportement en cas d'aggravation de la crise? Resteraient-elles loyales au pouvoir civil ou prendraient-elles leur distance? Des réunions discrètes se multiplient entre gradés, certains exprimant leur malaise face à l'éventualité d'une répression de manifestations pacifiques. Le spectre des violences post-électorales de 2010 à 2011, qui avait profondément divisé l'armée, hante les esprits. Les services de renseignement occidentaux et régionaux surveillent attentivement ces mouvements au sein de l'institution militaire, conscients que son positionnement pourrait s'avérer décisif. Des rumeurs circulent sur des contacts établis entre certains officiers et des figures de l'opposition. Ce qui paraissait inimaginable il y a encore quelques semaines devient aujourd'hui une hypothèse étudiée avec gravité. Un pays en suspens, une présidence sous pression et un processus électoral qui pourrait être remis en question avec des conséquences incalculables. L'histoire retiendra peut-être cette période comme un tournant décisif où la stabilité a vacillé et où le pouvoir a dû affronter ses limites. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout.